Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Les AESH étaient une nouvelle fois dans la rue hier pour alerter sur leurs conditions de travail extrêmement difficiles ainsi qu'un salaire médiocre. Alors quand va-t-on prendre en considération les AESH et leur donner un réel statut? On en parle avec nos invités dans quelques instants. C'est en deuxième partie d'émission que l'on retrouvera Malika Ménard et cette semaine elle reçoit l'influenceuse Zoé Lamodeuse qui livrera ses souvenirs d'écolière. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité de l'éducation avec Loïc Landreau. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal avec une nouvelle affaire de harcèlement révélée par nos confrères de BFM TV. Elle s'appelle Garance, elle a 13 ans et elle vit un calvaire depuis la rentrée de septembre dans son collège de Dijon. Elle est insultée, moquée par plusieurs élèves, que ce soit au sein de l'établissement ou sur les réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs écrit une lettre pour raconter ce qu'elle subit. Je cite ces quelques mots. « Je ne sais plus qui je suis perdue, triste, abandonnée. Ils m'ont démolie. » Alors évidemment, les parents de Garance ont signalé les faits à l'établissement, mais selon eux, les mails et les appels restent sans réponse jusqu'ici. Le père de la jeune fille témoigne également, et je le cite, « Ces dernières semaines, Garance nous a fait part du fait que le harcèlement était systématique, qu'il n'avait jamais cessé depuis la rentrée en fait, et se traduisait par des insultes, colibés, moqueries permanentes. » Voilà, face au mutisme de l'établissement, eh bien, les parents de la jeune fille ont décidé de porter plainte contre 4 adolescents qu'ils estiment responsables de ce harcèlement. De son côté, le rectorat dit être au courant et vouloir faire toute la lumière sur les faits. Il faut peut-être qu'on revoie les procédures, il faut peut-être qu'on voit les choses, a déclaré le recteur de Dijon à BFM TV. Mais la qualification de harcèlement, elle, n'est pas immédiate. Il y a des situations qui sont faciles à identifier. Il y en a d'autres qui sont un peu plus compliquées, un peu plus complexes. Et sur ce sujet, d'ailleurs, on en sait plus sur le dispositif qui sera mis en place à la rentrée pour lutter contre ce fléau. Oui, vous savez qu'hier, près de 14 000 chefs d'établissement, recteurs et directeurs académiques étaient en visioconférence avec Pape Ndiaye pour évoquer cette fameuse heure de sensibilisation au harcèlement qui doit être organisée cette semaine. Et face à la gronde du corps enseignant, le ministre a d'abord affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une usine à gaz, mais d'un moyen de passer de nouveaux messages sur les risques des réseaux sociaux et de permettre que chaque élève parte en vacances en ayant parfaitement en tête les numéros d'urgence. Et à quoi va ressembler la campagne de prévention finalement ? Alors, l'entourage de Pape Ndiaye a expliqué qu'il y aurait dès la rentrée une vaste opération de sensibilisation, que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux et par voie d'affichage, pour mettre donc au premier plan la lutte contre le harcèlement partout en France. Mais les syndicats, eux, sont en colère. Oui, effectivement, avant même cette réunion en visioconférence hier, Pape Ndiaye recevait les syndicats ce lundi. Parmi eux, le secrétaire général de l'UNSA Éducation, Frédéric Marchand, qui a fait part au ministre de sa colère et de son indignation. Je le cite, « Agir dans la précipitation en annonçant des réunions de sensibilisation dans les collèges le vendredi pour la semaine suivante, c'est faire de l'agitation et de la communication, c'est faire semblant d'agir, c'est manquer de respect total aux équipes des établissements et en particulier aux chefs d'établissement. » Frédéric Marchand a également précisé ce dont avaient vraiment besoin les équipes éducatives. D'abord, un renforcement de la formation des équipes de vie scolaire en les reconnaissant davantage au niveau financier, mettre en place des personnels sociaux et de santé dans tous les établissements et sur des temps plus longs, et puis une meilleure sensibilisation des parents, ainsi que la nécessité de nouer un partenariat entre la police, la justice et l'école pour une réponse plus rapide à ces problématiques. Un mot également sur ces révélations des journalistes de France 5 sur la présence d'amiante dans des milliers d'écoles maternelles et primaires. Oui, 20 ans après son interdiction, cette substance cancérigène continue d'être présente entre les murs de nombreux établissements. Et hier, à l'Assemblée nationale, Pape Ndiaye était questionné sur ce sujet par le député de la France Insoumise, Louis Boyard. Regardez. De manière régulière et en fonction des risques évalués, les collectivités doivent transmettre des informations relatives à la présence d'amiante dans les locaux scolaires afin que les chefs d'établissement puissent prendre toutes mesures nécessaires. Et c'est notamment vrai pendant les phases de travaux. Nous avons également créé en 2019 une cellule bâti scolaire qui a publié un guide à propos du désamiantage de manière à informer les usagers et à informer les collectivités.
Nous sommes conscients d'un certain nombre de données de santé publique dont vous faites état. Et à ce titre, je suis tout à fait favorable à ce qu'un partage d'informations entre le ministère de l'Éducation nationale, les collectivités puisse avoir lieu de manière à avancer sur cette question importante de santé publique. Louis Boyard, qui était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin sur RMC, et il a parlé de bombes sanitaires. Écoutez. Je pense que le ministre est dans une passivité criminelle. Parce que, en refusant de faire les prélèvements, en refusant de faire les travaux, parce que ça coûte trop cher. C'est ça la vérité, c'est que à tous les niveaux, ils sont en train de dire ça coûte trop cher. Parce que le ministre dit, mais c'est aux mairies de s'occuper de reconstruire les écoles. Mais il sait pertinemment que les mairies n'ont pas les moyens de reconstruire les écoles. On a besoin d'avoir un fonds public de l'amiante qui reconstruise ces écoles. Déjà qu'ils les reconstruisent pour protéger rapidement les élèves, mais aussi parce qu'on a besoin de faire une rénovation thermique des bâtiments. On parle de dizaines de milliers d'écoles qu'il faut reconstruire parce que l'amiante est un matériau qui se dégrade avec le temps. Et les écoles se dégradent elles aussi avec le temps. Donc plus le temps passe, plus il y a des chances d'avoir de l'amiante dans les salles de classe. C'est ça le scandale sanitaire dont on est en train de parler. Et on termine avec le bac philo qui s'est tenu aujourd'hui et des sujets très intéressants. Pour la série Générale, écoutez bien, le bonheur est-il affaire de raison? Ou alors, vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Avec aussi un texte à expliquer de Lévi-Strauss, il fallait évidemment choisir entre les trois. Et pour les filières technologiques, l'art nous apprend-il quelque chose? Transformer la nature, est-ce gagner en liberté? Avec un texte également d'Adam Smith. Voilà, lequel auriez-vous choisi, vous Virginie? Parce que moi, ce serait plutôt, voilà, l'art nous apprend-il quelque chose? Ça oui, l'art, ah ouais. Pareil. Et bien voilà. Je ne sais pas si c'est par facilité qu'on aurait choisi celui-ci. C'est possible. Mais c'est vrai qu'il me passionne. Merci beaucoup, Loïc. Les AESH, les accompagnants des enfants en situation de handicap, étaient dans la rue hier pour demander une augmentation de salaire et un statut moins précaire. Alors, vont-elles l'obtenir? Le gouvernement les a-t-elle entendus? Je dis elles car ce sont en majorité des femmes. On en parle tout de suite dans le Grand JT avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir trois invités. La première, Cécile Stassi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes syndiquée FSU-SNUP. C'est ça. Quel est votre titre? Alors, je suis AESH Co. C'est un dispositif, de façon générale, j'accompagne des élèves qui sont porteurs du trouble du spectre autistique. Et je suis également déchargée au niveau national pour la FSU SNUPP, voilà, au titre d'une décharge pour les AESH. Nadia, vous êtes AESH à Lyon. Merci d'être avec nous également par Skype. On est ravis. Bonjour. Bonjour. Et Chakir Brahmi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes AESH aussi à Saint-Ouen. La situation insoutenable, on peut le dire, même si pour certains elle est plus facile à vivre. Clairement, des accompagnants d'enfants en situation de handicap a toujours été d'actualité. On en parle de plus en plus. Alors, tant mieux ou pas, je ne sais pas, parce que ça prouve quand même qu'il y a un véritable problème. Mais enfin, c'est aussi bien quand même qu'on en parle et qu'on se soulève sur la question. Manque de reconnaissance, salaire beaucoup trop bas, morale évidemment affectée, conditions de travail très difficiles. La situation devient insupportable pour tout le monde, même pour le gouvernement qui tente effectivement tant bien que mal de pouvoir redresser la situation. On va évidemment en parler ensemble. Les AESH étaient dans la rue hier. Est-ce que vous y étiez? Oui. D'accord. Nadia, pareil? Non. D'accord. Pourquoi non, Nadia? Parce que pas le temps? J'ai la charge d'un élève qui n'est scolarisé que 2 jours par semaine, qui est lourdement handicapé, et je ne pouvais pas me permettre de m'absenter. Sinon, vous auriez été? Vous vouliez, en tout cas, vous y étiez avec le cœur? Pas forcément. D'accord, vous allez nous expliquer pourquoi, justement, votre position. Vous étiez dans la rue, en revanche, tous les deux, pour protester contre cette situation. Vous réclamez, j'imagine, une hausse des salaires et surtout une modification des conditions de travail, un statut moins précaire, j'imagine, Cécile Stassi? Oui, tout à fait. En fait, là, je pense que la revendication majoritaire est la création d'un statut de la fonction publique. Parce que, alors là, si on reprend notre arrivée, le changement d'intitulé, qui a fait de nous des AESH depuis 10 ans. Par rapport aux AVS, auxiliaires de vie scolaire. Même si dans les tâches, dans les faits, on était sur des missions qui étaient similaires. Y a pas, pour nous, l'arrivée d'un statut de la fonction publique pourrait amener beaucoup de choses. C'est-à-dire une reconnaissance avec un référentiel métier, des missions clairement définies, une formation qui va avec, parce que
nous sommes des réels professionnels, mais nous manquons de formation. À l'heure d'aujourd'hui, le gouvernement se targue de 60 heures de formation, mais qui sont uniquement de l'adaptation à l'emploi, et pas une réelle formation solide dont auraient besoin les AESH. Et aussi le statut de la fonction publique, mais pas avec n'importe quelle grille indiciaire. C'est-à-dire on a des compétences qui correspondraient à une grille qui serait de catégorie B de la fonction publique. Mais vous faites partie de l'éducation de nos enfants. Pourquoi il n'y a pas de statut pourquoi depuis le début c'est pas reconnu, selon vous, Chaka Brahmi? En fait, il faut aller voir dans l'histoire aussi. Parce que l'histoire des AESH, ça commence si à peu près, on va juste aller jusqu'à les années 70, 80. Donc comme les parents, ils ont demandé que leurs enfants ne restent plus à la maison, que cette histoire aussi elle est un peu douloureuse parce que cachés, restés à la maison, ils ont dit il faut que nos enfants soient scolarisés. Et c'est de là, ça part cette question d'aider, donc ramener des personnes pour aider leurs enfants dans les écoles. Et le gouvernement, à l'époque, donc petit à petit, bon, il a accepté, mais les conditions des personnes qui étaient donc à la demandeur d'emploi, donc ce n'était pas du tout dans leur intention de créer quelque chose, donc de besoin pour les enfants en situation de handicap. Donc l'école inclusive, l'école, c'était pas du tout pensé, c'était pensé au fur et à mesure. Donc et après, avec, je dirais, le combat des parents, ça a mené petit à petit donc à créer ce genre de lien. Mais malheureusement, mais malheureusement, les gouvernements. Donc, moi, je dis comme ça, je pèse le mot sans tête, que ne pas avoir une vision assez lointaine et assez, vraiment juste pour dire que les enfants à besoins spécifiques, on le dit, ils ont besoin d'être à l'école dans des conditions bien, on va dire, qu'elles soient justes aussi, donc avec des moyens et tout ça. Malheureusement, que ça n'a pas été pensé. On va en parler justement. Oui, et puis c'est une question de nerf de la guerre, parce que là, on touche vraiment au nerf de la guerre. C'est-à-dire que pour avoir des gens qui sont reconnus, pour avoir un statut de la fonction publique, il faut que l'État donne les moyens de pouvoir faire une inclusion correcte. Et à l'heure d'aujourd'hui, on le voit, pas que pour les AESH, mais en l'occurrence, on est là pour les AESH aujourd'hui, les moyens ne sont pas donnés. Et justement, comment on peut parler d'école inclusive, donc qui inclut, alors que même on n'améliore pas le statut des AESH? C'est-à-dire qu'on exclut finalement le deuxième corps de l'éducation nationale, la deuxième profession la plus représentée dans l'éducation nationale. Alors, j'ai cru comprendre, Nadia, que vous n'étiez pas forcément tout à fait contre tout cela. En tout cas, les revendications portées d'un côté par Cécile Sassi, de l'autre par Chaka Brahmi, peut-être que vous n'avez pas, vous ne les portez pas vous-même. Non, pas forcément. Disons que je n'ai pas tout à fait entendu ce qu'a dit M. Brahmi, mon collègue. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que beaucoup souhaitent le statut de fonctionnaire. Seulement, il faut quand même reconnaître qu'en France, pour pouvoir bénéficier du statut de fonctionnaire, il y a une règle. Quelle est-elle? C'est de passer un concours. Et c'est vrai que je me suis posé la question, comment se fait-il qu'il n'existe pas de concours pour être AESH? D'accord. Mais vous, vos conditions de travail, quelles sont-elles? Alors, elles peuvent être très, très agréables, comme elles peuvent être très, très difficiles quand on a des élèves qu'on doit accompagner individuellement, qui peuvent parfois avoir des troubles psychiques graves. Et la difficulté qu'on pourrait avoir, c'est que, bien entendu, on ne peut pas s'isoler avec un élève. Et semble-t-il, parfois, la situation fait que on encourage d'une manière ou d'une autre, au niveau d'équipe pédagogique, l'AESH à se retrouver seule avec certains élèves qui pourraient être dangereux. Comportement. D'accord. Votre condition en tant qu'accompagnant d'enfants en situation de handicap, d'AESH, votre condition, Nadia, elle vous semble normale? Vos conditions de travail vous semblent tout à fait normales? Combien d'heures vous travaillez par semaine? 26. 26 heures, d'accord. Pour un salaire, est-ce qu'on peut le dire, s'il vous plaît? À peu près 1 fois. Je n'entends pas. Un peu plus de 1 300 €. D'accord. Est-ce que c'est un salaire que vous partagez aussi? Parce que moi, ce n'est pas les salaires que j'ai entendus. Non, c'est pas exactement. On est autour des 800 € par mois. En fait, je pense qu'il y a 97% des gens des AESH dont je ne fais pas partie, heureusement pour moi peut-être, qui touchent en moyenne 850 € par mois pour 24 heures effectives devant l'élève d'accompagnement, voire
en plus du temps pour de l'auto-formation, pour du travail avec... Moi, ce que j'ai entendu, le salaire, parce que moi, je suis... Un peu plus fort, excusez-nous, excuse-moi. On ne va pas vous entendre. Oui, Pas vous entendre. Oui. Par rapport au salaire, c'est un peu... Je veux dire, je suis à AESH depuis 2008. Donc, si on fait le calcul, donc 2 minutes presque, je suis à 15 ans d'AESH. Donc, et le salaire, on arrive, si on rajoute le vrai salaire, c'est 950. Si je rajoute tout ce qui est... les choses, ça fait 1 000 euros. 1 000 euros, mais le net, c'est, elle a dit 890, 900, pas 300. Comment on explique cette différence de salaire, Nadia ? Je ne saurais pas l'expliquer. D'accord, c'est en fonction peut-être, Cécile Sassy, vous qui effectivement vous occupez de tout le FSU SNUP au niveau national. Est-ce qu'il y a une différence ? Alors, il y a des, alors comme je vous le disais, c'est 3% des gens qui sont dans ma situation, c'est-à-dire payés à 100% de la quotité de travail. Pour vous expliquer très rapidement, oui. On est sur une base de 1607 heures à effectuer placées sur 41 ou 45 semaines. En général, les académies les placent plutôt sur 41 semaines, puisque plus on a de semaines, moins on a de temps effectif à effectuer devant élèves. Il se trouve que nous, ce que nous portons, alors la situation actuelle, c'est que la grande majorité des AESH qui exercent en école primaire sont sur 24 heures effectives, plus des heures... 2 heures connexes. Voilà, des heures connexes. Ce qui correspond à peu près à 97% des AESH, donc sur les 132 200 AESH en France. Pour à peu près 430 000 enfants qui ont besoin d'une AESH. Et comme je vous le disais, qui fait à peu près la deuxième profession la plus représentée dans l'éducation nationale. Ce qui est assez fou parce que, comme le disait ma collègue, ce que je peux comprendre, parce qu'on a aussi cette ambiguïté en tant qu'AESH de se dire est-ce que je vais aller, est-ce que je me sens représentée, est-ce qu'il ne faut pas que je travaille plus pour gagner plus. Nous, on est plutôt sur une optique on effectue 24 heures physiques devant élèves, donc on serait plutôt sur un temps de travail à temps plein, 24 heures. Donc pour revenir au sujet qui nous intéresse, à savoir le temps de travail, les AESH, en fonction du nombre d'heures qu'ils accompagnent les élèves, ont une quotité de travail qui dépasse pas 62% de ces... J'aimerais juste parce qu'il faut resituer en fait ce qu'est le métier d'AESH. Pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est pas forcément clair. Oui. Être AESH, ça ne veut pas forcément dire donner un cours de maths ou un cours d'anglais, ce qui est tout à fait difficile et qui est une charge de travail évidente aussi. Qui n'est pas notre travail. Voilà, c'est pas votre travail. On est d'accord. Et on est d'accord qu'en fait, un travail d'AESH est beaucoup plus intense, lourd en conditions de travail. Alors, qu'on pourrait l'imaginer. Il est différent. Il est différent parce qu'on n'intervient pas sur les mêmes domaines de compétences. C'est-à-dire qu'un enseignant, il a des contenus pédagogiques, voilà. Nous, on intervient sur ce que j'aime à appeler le champ de l'éducatif au sein des écoles. Et j'y tiens au sein des écoles. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard sur le reste de cette émission. Notre métier, c'est compliqué pour nous parce qu'en fait, on n'a pas de référentiel métier, donc en fait, on n'a pas de tâches qui sont clairement définies, mais en même temps, nous connaissons nos tâches. Nous sommes là pour mettre en place des compensations au handicap d'un enfant, pour que les enfants puissent être accueillis dans le système scolaire de manière générale, quels que soient les moyens, qui puissent suivre une scolarité. Voilà. Chakar Brahmi. Oui, en fait, je rajoute ce qu'elle a dit, c'est un peu plus complexe parce que l'AESH, avant de mener ses tâches, il doit s'intégrer à l'école aussi, parce que nous aussi, notre mission, c'est s'intégrer à l'école, être accepté à l'école par l'équipe pédagogique et aussi au sein de l'école. Pourquoi tout ça ? Pour qu'on puisse amener notre mission, en fait, nos missions auprès de l'élève, parce que l'élève, il a besoin qu'il soit aussi, on est un relais, de telle sorte, c'est même pas dans la classe, parce que les 4 missions définies par l'éducation nationale, donc c'est le guider vers l'autonomie, l'acte de vie quotidienne, sociale, pédagogique et tout ça. Donc c'est une tâche, comme elle a dit, elle est plus complexe et c'est à nous de voir ça, en fait, de s'adapter, de réfléchir, de voir les choses comme on peut faire, et chaque enfant est très spécifique. Donc à chaque situation, on devrait s'adapter. Et comment s'adapter, connaître le code de chaque enfant qui est en situation de handicap. Et tout ça, ça demande
beaucoup d'efforts parce que on est sur, on va dire, sur la pédagogie, la psychologie, le social, et aussi sur je dirais, le médical, parce que quand il y a le GEVASCO, quand il y a un enfant, il y a besoin de telle affaire, tel acte, on est là. Donc tout ça, ça demande beaucoup d'énergie et qu'on est fier de le faire, mais malheureusement, donc l'institution ne reconnaît pas cette mission, d'où le bricolage avec notre statut et d'où nous en fait, en même temps qu'on revendique le vrai, parce qu'on n'en peut plus de dire que statut à chaque fois ça change et on va venir vers la fameuse comment dire ce qu'il a dit notre président par rapport au changement de statut, la future fusion d'AESH, AED. Et AED, on va en parler justement. En fait, c'est une proposition effectivement du ministère de l'Éducation nationale et qui a fait débat, et c'est aussi pour ça que vous étiez, en tout cas une partie d'entre vous, dans la rue hier. C'est la fusion entre le métier d'AESH, d'accompagnant, et le métier de AED, qui est d'assistant d'éducation, ce qui n'a strictement rien à voir. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un AED, s'il vous plaît? Un AED, c'est des personnels en fait, qui travaillent au sein des établissements du second degré de façon générale, pas que, mais en grande majorité dans le second degré, et qui accompagnent à la vie scolaire, donc qui font les permanences, qui prennent les élèves, qui s'occupent des cantines, la gestion des absences des professeurs, etc. Donc aucune spécialisation quelconque sur du handicap. Mais alors pourquoi vouloir cette fusion ? Ça sort d'où ? Eh bien, on en revient toujours au même, c'est la quadrature du cercle. Hein. On en revient toujours au même élément, c'est-à-dire que ce sera une grosse économie. Une très très grosse économie. Mais ça veut... Attendez, parce que, par exemple, j'aimerais votre réaction, Nadia, là, sur ce sujet. Vous êtes maman, vous le disiez, d'un petit garçon qui est en situation de handicap, si j'ai bien compris. Vous êtes vous-même à AESH, donc forcément, ce sujet est très important, j'imagine, pour vous, comme ça l'est pour nous. D'entendre ça aujourd'hui, de se dire à un moment, on va jumeler les métiers d'AESH et d'AED. Est-ce que ça vous choque ? C'est vrai que c'est complètement impossible, en fait, hein. Puisque l'AED, il a quand même la jurisprudence. C'est vrai que l'AESH, elle a quand même pour mission, à mon sens, d'être donc dans la classe. Parfois, elle est le prolongement du professeur pour accompagner les élèves en difficulté, en situation de handicap. Et puis parfois, quand l'élève est particulièrement handicapé, hein, qui relève de l'ITEP, voire des instituts médicalisés, elle peut être même le prolongement de cet enfant pour qu'il arrive à devenir élève et qu'il arrive à trouver sa place. Donc honnêtement, je ne vois pas le rapport avec les missions d'un AED. Est-ce que c'est une façon de déconsidérer encore plus le métier ? Pardon, c'est une question que je pose, je ne suis pas contre le gouvernement ou quoi que ce soit, c'est juste une question que je pose parce que c'est évidemment celle qu'on se pose tous, en tout cas lorsqu'on est extérieur à ce métier. Moi, je pense que c'est une façon de dévaloriser. Pour nous, on l'a pris comme une offense. Et là, c'est en discutant avec beaucoup de collègues. Et d'autre part, c'est pas que pour nous, en fait. C'est-à-dire que là, moi, vous n'êtes pas contre les AED, hein, c'est pas ce que l'on dit, évidemment, pour ceux qui nous regardent. C'est juste que ce sont deux métiers complètement différents. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est à la fois une façon de ne pas reconnaître la spécificité de nos missions et notre professionnalité, de nier ce qu'on a mis en place pour les élèves, et bien pour les élèves. C'est-à-dire que nous, notre travail, quand on envisage notre travail, c'est on travaille à notre disparition. Le but premier de notre travail, c'est de travailler à notre disparition. C'est que l'enfant, en fait, soit inclus, oui, tout à fait. Et qu'il puisse tout simplement être dans l'apprentissage seul. On s'efface, voilà. Et donc, c'est de s'effacer pour l'enfant. Voilà. Et donc, cette fusion, en fait, c'est en fait nier toute la spécificité de ce qu'on est, même de la loi qui a été mise en place en 2005 pour favoriser l'inclusion scolaire. Et puis, au-delà de ça, et là je me retire un peu de la casquette de représentante syndicale, moi, je pense aux parents. Je pense, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour les parents qui pourraient croire en l'institution ? C'est-à-dire qu'en fait, on leur retire le peu de moyens, et j'aime pas dire ça parce que nous ne sommes pas que des moyens, on est autre chose, mais on retire la spécificité du fait que l'inclusion peut se faire. Parce qu'on y croit tous et toutes à l'inclusion scolaire. Et pourtant, l'inclusion, c'est un vrai sujet. C'est aussi une des priorités, tout comme le harcèlement, par exemple, enfin la lutte contre le harcèlement, c'est une des priorités du gouvernement. Et donc, quand on entend, effectivement, l'ex-ministre Blanquer, le ministre actuel, Papa Ndiaye, dire c'est une priorité, on va faire avancer les choses, et en même temps, on ne va pas reconsidérer les salaires, sauf à travailler plus pour gagner plus, toujours pareil. Ou alors, parce qu'en fait, quand on parle avec vous trois, d'accord, il y a une différence de salaire entre vous trois, mais enfin, ça reste quand même des salaires très très bas.
C'est un salaire. Quoi qu'il arrive. Bah, je veux dire une chose, c'est un salaire, en fait, ça reste 99,99% de salaire très très bas. Des collègues qui travaillent 39 heures, donc ils touchent 1400, 1300, entre 1300, voilà, 1300, voilà, j'exagère pas, qui travaillent, voilà, 39 heures. J'ai dit ça, nous, moi, notre fourchette, elle est entre fourchette, c'est 890. C'est que le problème, c'est une suite logique. Moi, ce que je dis toujours, c'est une suite logique. C'est pas la question contre le gouvernement, mais c'est une réalité, laquelle ils font une suite logique de dire que l'inclusion, elle est là, mais de l'autre côté, c'est tout le contraire. Une inclusion sans moyens. Sans moyens, voilà. Il y a le problème, effectivement, de la rémunération, il y a le problème de la considération, il y a le problème des horaires. Il faut qu'on comprenne à quel point c'est un problème. Parce qu'en fait, on parlait de 24 heures. Donc forcément, pour ceux qui nous regardent et qui ont l'habitude de travailler 35 heures et plus, peut-être qu'ils compensent en se disant, mais forcément, la baisse de salaire est liée au nombre d'heures travaillées. Mais il faut comprendre qu'en fait, et c'est là où j'ai besoin de vous... Il n'y a pas que les heures effectives. Voilà. Et le manque de formation fait aussi que, comme nous sommes des gens qui sont engagés de façon générale, parce qu'on n'y arrive pas par hasard, d'ailleurs, c'est là aussi où on joue, je pense, un petit peu sur la fibre sensible des AESH. C'est des gens que, de façon générale, on ne reste pas dans ces missions-là 10 ans, 5 ans, par hasard. En fait, le temps qu'on passe en effectif devant les enfants, ce qu'il faut se dire que c'est un peu à l'image des enseignants. On a l'image des enseignants qui restent 24 heures devant élèves, mais en dehors de ça, ils ont leurs cours à préparer, ils ont des corrections. Ouais. Nous, en fait, on envisage des adaptations. On fait de l'observation des élèves qu'on a en classe, qu'on met en corrélation avec les enseignants. On est un petit peu en co-intervention avec les enseignants. Et du coup, tout ça, ça prend du temps. Et surtout qu'en fait, il est très compliqué, j'imagine, de faire des heures supplémentaires pour pouvoir gagner plus. Ça n'existe pas. Les heures supplémentaires, vous revenez à un sujet que c'est par rapport au futur projet, donc périscolaire. Donc c'est que le problème, notre président nous a dit que si vous voulez travailler plus, vous voulez gagner plus, vous travaillez plus. C'est périscolaire à 24 plus 11, les 11 c'est périscolaire. C'est quoi le périscolaire? Moi je le fais. Donc ils ont dit, la plupart des AESH font du périscolaire, donc sans qu'ils sont premier degré. Donc premier degré, il y a les cantines, études, si l'étude pour certains, et plus l'accueil du D'où la fameuse fusion avec les AED. La fameuse fusion. Je vous dis juste une journée type d'un AESH, c'est pas par rapport auprès d'élèves, mais la journée, comment ça se passe? De 8h30 jusqu'à 12h45, donc c'est auprès de l'élève. 12h45, 13h20, c'est cantine. 13h30, 16h15, on continue dans la classe. Donc, c'est du non-stop. Et vous le savez, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Je dirais, la pénibilité du travail, elle est là. Parce que ça demande une concentration, en fait, seconde par seconde. Parce que l'handicap, c'est pas quelque chose qu'on le dit et ça s'arrête là. Parce que nous, on est dans l'observation continue. Parce que pour connaître l'enfant, pour décoder, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il a envie de faire, il y a des choses que nous, on note et au fur et à mesure. Et ça peut changer. Tout ça, en fait, malheureusement, moi je dis bien malheureusement, c'est tricoté à chaque fois d'une couleur ou d'une autre façon par le gouvernement. Et à chaque fois, il nous sort des annonces ça nous frustre parce que tout simplement, je reviens à notre métier parce que, on va dire, c'est plus de 93% occupé par des femmes. Donc aussi, ça, monoparentale et précarité totale. Quand je dis précarité totale, c'est précarité totale. Hein. Et j'envoie un message aussi à notre ministre qui, moi j'ai envie de le dire, qui un jour il a dit, je reviens à ma collègue, il a dit oui, pour faire catégorie B, tout ça, il a dit la plupart des AESH n'ont pas le bac, c'est tout le contraire, donc c'est offusqué, donc aussi la sensibilité des AESH. Il y en a beaucoup qui sont diplômés, il y en a qui ont le bac, il y en a qui ont cette compétence aussi, la validation, c'est plus de 10 ans, plus de 5 ans qui sont AESH, AVS, et malheureusement, donc aussi, les AESH, ils étaient victimes par cette fameuse loi, donc CU, donc contrat privé, donc ils étaient AVS, mais contrat CU, on n'a pas compté ces contrats, ça repart à zéro, et ainsi de suite. Tout ça, ça nous mène à dire pourquoi les gens qui se donnent pour l'inclusion et à cœur, parce que c'est un métier de cœur. Moi, je dis parce qu'on est là, parce qu'on aime ce qu'on fait. Le métier de cœur, c'est donner. C'est donner et de qualité.
que je vous le dis ça, parce que notre gouvernement le voit autrement, parce que c'est une question, c'est ce qu'a m'a dit ma collègue, je parle finance, mais c'est un investissement, moi je le dis, hein, c'est un grand investissement, parce que si on investit sur un enfant en situation de handicap, moi je donne l'exemple, c'est un enfant qui est suivi pendant 7 ans, autiste, qui ne parlait pas, qui c'était pas possible pour l'inclusion, c'est ce qu'on disait, mais là il est à l'IME, il est premier de sa classe, c'est vraiment incroyable, autonome, pas de médecin, pas de charge à l'assurance maladie. La maman, elle est maintenant, elle peut sortir, elle peut aller travailler. Tout ça, c'est une suite. Grâce à l'accompagnement que vous avez fait, effectivement, vous et vos collègues, j'imagine. Je parlais des horaires aussi à cause du PIAL, le fameux dispositif qui sert alors effectivement à comptabiliser les heures. Alors le pôle inclusif d'accompagnement localisé, hein, un groupe d'AESH répartis en fonction du nombre d'élèves à accompagner. Alors ça, c'est le beau discours qui est tenu par le gouvernement et dès lors qu'on a commencé à parler de ce fameux PIAL, c'était annoncé comme quelque chose d'extraordinaire avec au plus près des besoins des élèves. Et mutualiser. Sauf que, alors je vais faire un parallèle qui pourrait peut-être paraître gênant pour certains parce qu'il y a des PIAL dans lesquels ça fonctionne très bien, mais le problème c'est la grande disparité des fonctionnements aussi, puisqu'il n'y a pas d'uniformisation sur le fonctionnement. Nous, ce que nous avons pu, et d'ailleurs on n'est pas les seuls, hein, puisqu'il y a eu un rapport du Sénat qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui faisait, c'était une évaluation de la loi de l'école de la confiance, qui est parue là au courant du mois de mai. Le 3 mai. Et qui donne pour recommandation, donc la première recommandation, la recommandation 20, la création d'un corps de fonctionnaires pour les AESH. C'est quand même le Sénat qui en parle, c'est pas nous. Et de supprimer les PIAL. Et pour en revenir à cette organisation-là, c'est en fait une organisation qui, même si ça se passe bien dans certains endroits, est une organisation qui est de type managérial. Où en fait, on proratise les besoins qu'on considère comme, alors admettons, un AESH ou 6 AESH sur un PIAL, et qui vont saupoudrer les accompagnements qui ne font plus aucun sens. Concrètement, ça veut dire quoi? 2 enfants qui sont dans 2 villes, par exemple, séparées de 10 km, on va mettre une AESH et on va lui dire, bah voilà, tu fais 3 heures par-ci, 4 heures par-là. Et puis... Donc c'est des heures perdues, donc en fait les 24 heures, c'est 24 heures effectives, mais avec 1 heure de déplacement, alors, 2 heures de pause. Il y a avoir plusieurs élèves aussi, parce que minimum c'est 3 élèves. Alors, officiellement, non, il n'y a pas de minimum. C'est ce que je dis. Moi, je dis comme ça, mais ils ont dit, voilà, on va essayer de le faire, parce que... Mais on a pas mal de collègues qui ont 5 élèves en situation de handicap. 5 élèves à la fois par nécessité, j'imagine, et à la fois par vocation. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de les laisser tomber, j'imagine aussi. En fait, c'est là où la réalité. C'est-à-dire que, en fait, comme nous sommes des gens qui sommes investis, parce qu'autrement, on n'y reste pas. Très honnêtement, voilà, c'est qu'en fait, on joue un petit peu sur justement cette fibre. Donc, on dit pas non. Par exemple... Pour revenir sur la manifestation qui ont eu lieu dans toute la France hier, on a plein de collègues qui ne sont pas venus parce qu'ils étaient en accompagnement de bac. Nadia, juste un dernier petit mot. Vous accompagnez combien d'enfants? 4. 4 aussi? Ah oui, c'est une réalité. Donc pareil, vous avez beaucoup de déplacements également? Non, absolument pas, je suis au collège. D'accord, donc peu de déplacements à faire et c'est en ça que finalement ça devient... genre... prochain, je souhaiterais quand même rester au sein de ce collège plutôt que d'avoir à me déplacer en école primaire ou éventuellement au lycée. Je préfère, ça me paraît plus cohérent d'avoir des missions dans un seul établissement. Bon, pour conclure cette émission, je vous laisse encore 15 secondes, Cécile Sassy. En gros, on voudrait une reconnaissance du statut. C'est la première des choses, puisque tout découle de ça. Hausse des rémunérations évidente. Et formation qualifiante. Formation qualifiante. Pareil pour vous? Pareil, un vrai statut. C'est pas le statut lui-même, parce que pourquoi on dit un vrai? Parce qu'on n'en peut plus de ce bricolage à chaque fois. Statut, ouais. Là, le vrai, comme elle a dit ma collègue, tout simplement. Moi, je rajouterais la disparition du PIAL. Ça fait partie de le vrai statut, ça de cette gestion qui ont dégradé complètement les conditions de travail, qui étaient déjà pas faciles. Ça ira ensemble de toute façon, a priori avec un vrai statut. Et de la considération. Merci beaucoup en tout cas à vous 3 d'avoir été sur le plateau du Grand JT pour nous éclairer davantage sur cette situation difficile que vivent la plupart des AESH en France. Cécile Sassy, merci d'avoir été avec nous. FSU SNIP, enfin SNIP,
Pépé. Voilà, ça comme ça. Nadia, AESH, donc à Lyon, merci également d'avoir été avec nous. On a volontairement caché votre nom à votre demande. Et Shakir Brahmi, merci beaucoup d'avoir été également avec nous. Vous faites partie combien de pourcentage d'hommes à AESH? Allez, 5%? Ouais, 4. 3, 4, 4%. Ben voilà, vous faites partie des 4% et on est ravis. Mais on ne le lâche pas, c'est un métier de cœur qu'on aime. Et... Heureusement que vous êtes là. Merci mille fois, merci de continuer à exercer ce beau métier. Merci à vous trois, on marque une courte pause et on se retrouve. Tous les matins, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous propose des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Parents, profs, élèves, élus, Patrice Boisfer vous donne la parole chaque jour dans le MAG pour aborder une thématique clé de l'éducation. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire, c'est une volonté. Chaque jour, faites bouger le monde de l'éducation dans l'école du futur. Avec ses invités, Marjorie Paillon inspire vos enfants et les guide vers les métiers de demain. Le goût de l'effort qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Tous les soirs dans le Grand JT, Virginie Guillaume débriefe de l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera, le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui se confie sur ses souvenirs d'écolier et sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT d'éducation, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et cette semaine, elle reçoit l'influenceuse Zoé Lamodeuse. Aujourd'hui, tu es influenceuse, mais est-ce qu'il y a un métier que tu rêvais de faire quand tu étais plus jeune? Alors, c'est un métier que j'ai exercé, qui a été celui de journaliste. Donc, moi, j'ai toujours voulu... Alors, quand j'étais petite, je voulais être mannequin. Et puis, le problème, c'est que j'ai pas assez grandi, puis j'avais pas le corps qui allait avec. Alors après, j'ai voulu être danseuse, parce que je faisais beaucoup de danse, mais pareil, j'avais un peu trop de poitrine, un peu trop de fesses, donc ça passait pas pour faire petit rat de l'opéra. Et... tu voulais être rat de l'opéra, okay. C'est ça, danseuse classique. Après, j'ai voulu être chanteuse. Donc, c'était quand même... J'étais plutôt orientée vers les métiers du spectacle. Voilà, tu avais envie de briller aussi. Oui. Ouais, j'ai toujours eu un peu l'appel des projecteurs, ce qui désespérait un peu ma mère parce qu'elle associait ça à du narcissisme, alors que moi, c'était... Comment tu l'expliques, toi, justement? C'était le goût du spectacle. C'était moi, j'aimais me déguiser, c'était le fantasque, c'était l'excentricité. Et c'est vrai que je me voyais plus sur scène que en dehors, mais plus pour l'amusement, quoi, vraiment. Parce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, finalement, c'est ça. Tu fais pas que de la mode, pas que du sport, tu as besoin de lui mettre une petite touche d'humour, quoi. C'est ça. Et donc, finalement, je suis revenue à mes premières amours, quand même. Mais le métier de journaliste m'a permis de combiner les deux. Du coup, tu as eu le bac et après, tu as fait des études? Ouais, j'ai un master de droit. Donc, j'ai fait 6 ans de droit. Et donc, j'ai atterri en... Alors, j'ai été clerc de notaire, moi. D'accord. Donc, un enfer. Rien à voir. Non. Bah oui, parce que comme j'étais bonne élève... C'est fastidieux, quoi. Bah oui, mais j'étais bonne élève, moi. Donc, j'avançais d'année en année en droit. J'étais plutôt douée en droit civil, droit notarial. Et je me suis retrouvée clerc de notaire. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais une certaine phobie administrative. Donc, c'était absolument... Tu dois signer des documents toute la journée. C'était affreux. Il y avait des délais à tenir. Et moi, je suis totalement désorganisée, donc ça n'allait pas du tout. Et là, j'ai tout planté. Et j'ai réussi à faire une bascule pour rentrer dans un master qui venait de s'ouvrir à l'université d'Aix-Marseille de journalisme juridique, ce qui m'a permis de faire le pont entre le droit et le journalisme. Et donc, tu as fait ta carrière de journaliste, tu as fait que de journalisme juridique? Non.
Pas du tout. C'est qu'en fait, après, j'ai atterri en 3e année directement, parce qu'il y avait une équivalence, à l'école de journalisme de Toulouse. Et là, j'ai fait du journalisme traditionnel, généraliste. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Zoé la modeuse. À demain. Merci Malika, merci Zoé. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Ce très beau collectif Sista qui existe depuis 4 ans désormais. L'idée au départ, c'était de se dire qu'il fallait trouver une solution pour pouvoir mettre ces femmes fondatrices de boîtes numériques et tech en valeur, les mettre à l'honneur parce qu'elles le valent bien. Mauvais jeu de mots de ma part. Non, moi ça me paraît évident. Je suis entourée depuis, je sais pas, 15 ans de femmes absolument exceptionnelles, de femmes entrepreneurs mais aussi investisseuses, qui finalement sont pas du tout à leur juste place. Donc on essaye de rétablir un peu ça. Je pense qu'on est très heureuse aujourd'hui d'avoir réussi 4 ans après à fédérer aussi à l'occasion de Vivatech le Sista Summit, qui pour nous était un événement extrêmement important à mettre en place, parce que oui, il y a des grandes messes chaque année un peu partout. Il y a Vivatech, il y a le Web Summit, il y en a un certain nombre d'autres. Et il y avait peu d'événements autour de l'investissement inclusif, avec un focus de ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est-à-dire comment est-ce que dans un écosystème qui, oui, est en croissance, oui, est mature par rapport à il y a 10 ans, et qui en même temps est toujours malheureusement terriblement dans un entre-soi terrible. Les chiffres le prouvent et on en parlera. Et donc je pense qu'on avait envie de faire un événement extrêmement data-driven. On en parlera notamment avec le baromètre, parce que l'avantage de la data, c'est que ça annule le bruit. Le problème sur le genre, c'est que le clivage culturel est tellement important qu'en fait, personne n'est d'accord. Donc l'avantage de la data, c'est que ça permet d'aligner tout le monde. Il faut mesurer pour avancer. Et en même temps, quelque chose de très décalé. C'est pour ça que c'était important pour nous de le faire au Musée de l'Homme, avec plein de happenings d'artistes et des projets un peu fous. Et je trouve qu'on a réussi à faire quelque chose au croisement entre la tech, un univers un peu plus artistique, un peu plus scientifique, pour justement faire émerger ce qu'on a envie de dire. C'est tout simplement que la tech est une formidable façon d'arranger un certain nombre de problématiques sociétales, et que finalement il faut s'en saisir, et ce qu'on essaye de faire avec Sista depuis maintenant 4 ans. L'accumulation de déclarations catastrophistes sur l'état actuel de notre langue a fini par empêcher de comprendre son immense vitalité, sa fascinante et perpétuelle faculté à s'adapter aux changements, et même par empêcher de croire à son avenir. Déclaration d'amour à la plasticité de la langue française, signée des linguistes atterrés, 18 chercheuses et chercheurs qui co-signent chez Gallimard ce tract. Et parmi ces chercheurs, Maria Candea. Il y a un point qui est absolument essentiel quand on est linguiste, c'est que, vous le dites, je vous cite, ce qui fait la différence entre une faute et une évolution, c'est la place qu'elle occupera à long terme dans l'usage majoritaire. Et c'est ça qui entérine un changement de langue. Tout à fait. On parle de changement et de variation. On les étudie ensemble en linguistique, parce que les langues changent tout le temps, mais elles changent très très lentement. Et en fait, c'est les usages qui changent. Ce sont les gens qui utilisent la langue. La langue elle-même n'existe nulle part. Elle n'a pas d'existence matérielle. Donc, on regarde comment les gens utilisent la langue, et on voit beaucoup de variations et de variantes en concurrence, en fait. Et quand on regarde ça avec des outils statistiques, on voit qu'il y a des usages qui émergent, des usages qui sont éphémères, qui disparaissent immédiatement, des usages qui restent un peu en concurrence, parfois pendant des siècles, et c'est toujours en concurrence, des usages qui surpassent d'autres et qui les remplacent à long terme. Et à un moment donné, effectivement, on peut parler de faute. Les professeurs peuvent considérer quelque chose comme une faute, puis quand l'usage... Et 10 ans après, c'est pas forcément une faute. Exactement. Est-ce que vous jouez au foot à côté ou pas? Ou est-ce que vous avez commencé par le foot? Parce qu'il faut quand même, quand on réceptionne la balle avec la poitrine, ou enfin je sais pas, il faut quand même avoir des notions. Sur le plan technique, t'as raison. Ouais. Alors c'est une bonne question. Il y a beaucoup de footeux. Qui viennent on va dire, qui se mettent au foot volley, mais on va dire que les meilleurs joueurs de France et même d'Europe sont pas forcément des footeux à la base. Sont des volleyeurs ou non, ça peut être juste on va dire des joueurs de tennis ou n'importe. Parce qu'il y a plus de foot dans ce sport que de volley au final. Il y a plus de foot, mais on va dire que tous les gestes du foot volley sont à l'inverse du foot. C'est-à-dire qu'au foot, on a tendance à être tout le temps dans le contrôle, ça sur la poitrine ou le pied, et là du coup on est sur complètement l'inverse, on doit exagérer tous nos gestes. Donc
c'est-à-dire qu'un joueur de foot, quand il va commencer à débuter sur le foot volley, il va avoir des bases techniques qui vont être intéressantes, mais il va vite stagner. Alors que du coup, une personne qui a fait du sport, mais pas forcément de foot, va tout de suite avoir les bons gestes et du coup être sur de l'explosivité. C'est vrai que s'il fait contrôle de la poitière et que la balle reste sur la poitrine, c'est problématique. Il faut que ça devienne une passe, quoi. On voit les images, effectivement. Sur le sable, qui tient aussi cher au cœur de Mathilde. Et toi, tu viens du foot, Léandro ? Je fais du foot aussi. J'en fais encore. Je peux pas me passer du foot. Et du coup, c'est plutôt un plaisir que jouer au foot volley. Et tu as le sentiment que c'est complémentaire, toi, justement, le foot volley, dans l'aspect technique, ou justement, comme le dit Mickaël, il faut faire attention parce qu'il faut à chaque fois exagérer un peu tous les gestes ? Oui, c'est complémentaire technique. Et puis surtout, même au niveau physique, je trouve que le fait de jouer sur le sable assez souvent, ça muscle des choses qu'un terrain de football ne muscle pas. Et au niveau quoi ? Au niveau des appuis, au niveau du renforcement Oui, exactement. Je pense que ça renforce le corps et le fait de jouer sur le sable. Et je sais que ça me fait beaucoup de bien pour ensuite sur un terrain de football. Ça évite les blessures et ça te fait gagner aussi en coordination et motricité. Donc c'est pour ça que c'est aussi complémentaire. Parce que j'ai vu quelques images à Vissou, effectivement, le championnat de France, donc très gros soleil, donc tant mieux, effectivement, qu'il ne soleil que de la pluie, mais c'est vrai qu'il faisait très chaud. Et je me dis qu'assez rapidement, ça dure combien de temps d'ailleurs un match de football ? Un quart d'heure. Mais c'est quand même très intense et en stage, je trouve que ça ressemble, c'est quand même très rythmé et ça ressemble du coup au beach volley ou ça ressemble même au basket parce qu'il y a quand même beaucoup d'à-coups, quoi. Ouais, exactement. Donc il faut avoir une bonne préparation physique. C'est ça. Ça nous fait beaucoup travailler sur les appuis dans le sable. Et après, c'est vrai que quand un point est gagné, c'est vrai qu'on prend un peu plus de temps, le temps de servir, le temps de se reposer. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de fatigue entre les points. Et puis le 4e jour, si j'ose dire, au 4e jour, fut la grande journée publique, ce sera ce samedi. On peut y aller littéralement en famille. Au départ, se dire qu'aller le samedi à Porte de Versailles pour aller coder, voir des start-up, ça a peut-être mieux à faire au mois de juin. Et non, ça fonctionne et ça fonctionne tellement bien que d'ailleurs, vous avez renforcé le dispositif littéralement cette année. Ces enfants, notamment ces jeunes filles qui vont aussi participer à ces challenges ce samedi, vous arrivez à voir à quel point ça suscite des vocations sonnantes et trébuchantes après l'événement ? C'est vraiment très important parce qu'on a d'ailleurs tout un dispositif autour de job board et de speed meeting de business. Et on a vraiment des dizaines, voire des centaines de jeunes filles qui après vont se diriger vers la tech. Mais c'est vrai que cette journée du samedi, pour nous, elle est très importante. C'est un moment où on ouvre les portes de Vivatech. Déjà, l'entrée, c'est 20 €. Donc ça n'a rien à voir avec les autres jours. Oui, les badges investisseurs, c'est pas la même. Voilà. Et on adapte vraiment la programmation. On a quelques questions à vous poser à ce sujet, François. Je rigole. Non, mais on adapte la programmation, c'est-à-dire que nos grands partenaires, ça va de Renault à L'Oréal, en passant par Meta, Google, La Poste, vont amener par exemple des athlètes, parce qu'on va beaucoup parler de sport. On va avoir des innovations qu'on va pouvoir tester. Vous allez découvrir des robots, vous allez découvrir l'AI à niveau d'enfant. Et c'est vraiment pour tout le monde. Et notre credo, c'est de dire la tech, ça concerne tout le monde, donc tout le monde doit avoir accès à la tech. C'est vraiment très important cette journée du samedi et on va bien se marrer. Comment on peut évoluer ? Tu parlais effectivement du manque de structure et d'un pays comme Israël, d'un État comme Israël qui a mis pour le coup les moyens et qui s'est structuré, avec j'imagine un championnat et beaucoup d'infrastructures. Qu'est-ce qui manque en France pour qu'il y ait le déclic, pour que le foot volley et cette hype qu'a le paddle, j'ai l'impression en ce moment peut-être. Ouais, totalement. Déjà, c'est réussir à mobiliser des communes, des villes. Ce qu'on a réussi. Il faut démarcher du coup, il faut aller les voir, il faut faire le congrès des maires, il faut voir son stand. C'est moi pour du coup organiser une. Je te donne des clés, il faut voir son stand, le congrès des maires. C'est vrai. Pour organiser une compétition comme on a pu faire ce week-end et sous l'association du Paris Foot Volley, c'est des discussions depuis pratiquement 1 an. Pour essayer d'avoir du coup cette structure, que la commune et la ville nous fassent confiance aussi. Ça coûte cher un terrain Parce que nous on voit ça comme ça avec Mathilde, on a l'impression qu'il faut un petit peu de sable. En fait, c'est cher le sable ? Le sable coûte très cher. Oui, ça faire importer, j'imagine. Et ça dépend de la qualité du sable aussi. Attendez, on a du sable pas loin, non ? Je sais pas. Ouais, mais ça dépend de la qualité du sable. Ouais, ça devient. Écoute-les, Léandro et Mickaël. Bon, il nous faut la qualité. Tu veux dire le sable de Martinique ou quoi ? Ça, ce serait parfait. Ah bah écoute.
après. J'ai des contacts. Non, mais ouais, ça devient un peu technique, mais c'est vrai que la qualité de sable peut énormément changer du coup les performances. Si le sable est beaucoup plus dur, du coup, on saute un peu plus haut, mais après on se fait un peu plus, c'est un peu plus compliqué aussi pour retomber. Non, mais attends, je pensais pas qu'effectivement il y avait toute cette analyse sur la surface, un peu comme au tennis, tu vois, si tu joues sur terre battue, sur herbe. La comparaison est bonne. C'est exactement ça. D'accord. Mais alors, figurez-vous que des cours de sourire, ça existe au Japon. Si, ça se passe là-bas. Parce que jusqu'ici, les Japonais ne sortaient plus sans masque. En fait, ils ont toujours porté le masque, et donc il était obligatoire dans la rue, à l'école aussi. Et depuis qu'il ne l'est plus, les Japonais angoissent à l'idée de ressortir sans, et ils ne savent plus sourire. Et donc c'est pour ça qu'on leur donne des cours de sourire. Exactement. Tous à l'école pour réapprendre à sourire. En tout cas, c'est vraiment proposé. L'entreprise qui propose ces cours s'appelle Egaoiku. Ça veut dire éducation au sourire en japonais. Ça a beaucoup de succès là-bas. La demande de cours a été multipliée par 4 depuis 2022. Et beaucoup de jeunes s'inscrivent, notamment pour préparer leurs entretiens d'embauche. D'accord, et on apprend quoi? C'est comme du pilate des zygomatiques? Exactement, on bouge, on détend les muscles du visage, vous le faites vachement bien. J'en fais tous les matins. On reçoit même une note sur 100 grâce à un logiciel de détection faciale, et on repart chez soi avec un petit miroir pour s'entraîner jusqu'à ce que ça devienne naturel. Donc je propose qu'on aille au Japon leur donner quelques cours. Ça vous dit? Vous le faites vachement bien. Mais on sourit dans la quotidienne. On sourit tout le temps. Voilà. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Emma. Je vous en prie. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette édition, en particulier vous, cher Loïc. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Et évidemment, Agathe Delannoy et Emma Guessel à la rédaction, bien sûr. À la réalisation, c'est Raphaël Morel. Au son, c'est Saïd Mamou. Maquillage, Colline Hamel. Et puis pour retrouver toutes les émissions, pour les revoir, si vous le souhaitez, le replay, scooltv.com. Et aussi canal 247 sur les Freebox et canal 217 sur les box Orange. Vous nous écrivez, on vous répond. On est sur tous les réseaux sociaux. Merci, bonne soirée.